Je rappelle que pour qu'on n'ait pas laissé beaucoup de silence, c'est que on démarre la troisième édition des Ramadanesques de l'A2G, l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie. Cette fois-ci, on a presque l'honneur et le privilège d'être avec Société marocaine des sciences médicales, représentée par une éminente personne que tout le monde connaît, donc j'aurais du mal à le présenter, Dr Moulay Saïd Hafif. Et c'est un énorme plaisir pour nous, déjà, Marocains du monde ou Marocains tout court, d'être partenaire avec vous de cette troisième édition des Ramadanesques de l'A2G, qui est un événement qui devient un rendez-vous annuel pendant Ramadan, où on a décidé de faire plusieurs thématiques vu l'importance du sujet, de la thématique et puis de nos concitoyens, je dirais de nos concitoyens au Maroc, pas que, mais aussi tous nos musulmans qui sont à l'étranger, puisqu'on est suivi par une grande tranche de population musulmane en Europe et même à l'étranger, donc qui suivent nos webinaires et je pense que ça sera des rendez-vous pour répondre à beaucoup d'interrogations. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec la SMSM et on a aussi la chance d'avoir un beau panel d'intervenantes au féminin, puisque c'est des femmes qui apportent beaucoup, je dirais, pas qu'à la science, mais au Maroc et ils rayonnent aussi bien au Maroc et aussi bien à l'étranger. J'ai la chance de les regrouper sur le même webinaire. Déjà, j'ai 2 membres de mon bureau qui sont Dr Malika Toufiri, qui est gériatre, gérontologue, mais qu'on aura l'occasion de la présenter encore davantage avec ses multiples facettes en gériatrie et en gérontologie. Avec nous aussi, membre du bureau, Dr Mariam Aloueli, qui est micronutritionniste, ingénieur en biologie cellulaire et moléculaire. Et il est aussi ingénieur agronome et docteur en neurosciences. Donc, j'aurais du mal à les présenter en détail. Et enfin, on a la chance d'avoir une très brillante médecin de première ligne, mais pas que première ligne, parce qu'elle est aux multiples facettes, elle aussi, qui est docteur Amal Barro, qui est médecin de famille, qui est nutritionniste, et dans peu de temps, elle est aussi gériatre. Donc, elle intègre la grande famille de la gériatrie, en sachant qu'elle est aussi membre de l'A2G. Donc, dans quelques instants, on va démarrer ce webinaire avec surtout le mot d'ouverture du docteur Moulay Saïd Hafif et avant de continuer avec nos intervenants. Merci, docteur Imad, pour cette introduction. C'est un plaisir de partager nos connaissances entre la Société marocaine des sciences médicales et l'A2G. C'est un honneur pour nous aussi. Ce que je vais commencer la réunion par donner la parole à notre président, Monsieur Moulay Saïd Hafif, pour lequel moi j'ai beaucoup d'estime. Je le félicite parce qu'il a été renommé président de la Société marocaine des sciences médicales pendant la dernière Assemblée générale. Je sais qu'il a beaucoup de travail à faire. On le sollicite toujours et je sais qu'il a un grand cœur et qu'il a la volonté de travailler. Et c'est cela qui nous pousse à essayer de faire de mieux pour mieux représenter la Société marocaine des sciences médicales. À vous la parole, Monsieur le Président. Donc, je disais que, comme vous l'avez si bien dit, que la Société marocaine des sciences médicales est la première société savante au Maroc. Elle date depuis 1923 et elle s'appelait à l'époque la Société d'hygiène. Et après, elle a eu dans les années 70 son nom actuel grâce à d'éminents professeurs comme le professeur Baouni Ali ou le professeur Berbiche Allah yarhamou, ou le professeur Moulay Ahmed Al-Iraqi. Donc, il y a d'éminents professeurs Benis Abdelkrim, Ktiri, Ben Shkroun. Donc, il y a d'éminents professeurs. Donc, ça, ce sont les anciens. Et le dernier, c'est le professeur Moutaoukil. Donc, la Société marocaine des sciences médicales regroupe dans son conseil d'administration les sociétés savantes à caractère national. Et actuellement, nous avons un grand chantier avec l'ANAM, avec le ministère de la Santé, avec le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui est celui
des protocoles thérapeutiques et tout le monde sait que les protocoles thérapeutiques, c'est un outil de régulation et ça permet surtout aux patients d'être remboursés parce que tout ce qui est un service médical rendu est remboursé depuis le diagnostic jusqu'au traitement et nous avons, il y a un mois et demi, validé en présence de monsieur le ministre avec une réunion qui a duré 5 heures, 14 protocoles qui ont été élaborés durant le premier mandat. Et comme l'a dit Madame Ouchkar, c'est un nouveau mandat. Et donc, la Société marocaine des sciences médicales, elle est composée de médecins de 3 secteurs à prédominance universitaire. Par exemple, le premier vice-président, c'est le professeur Abou Marouf Mustafa, qui est le président de l'université Moulay Slimane. Et il y a d'autres enseignants avec nous. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, Madame Olshgar, qui représente les médecins généralistes. Et donc, il y a tout un ensemble et on travaille, bien sûr, dans le cadre de ces protocoles avec les sociétés savantes et nous avons élaboré 14 protocoles. Je citerai le cancer du col, le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, l'indication de la césarienne, les infections néonatales, le cancer du côlon, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie. Et il va bientôt y avoir d'autres protocoles. Et il faut le savoir que la place du médecin généraliste est importante parce que le protocole ne peut pas être validé s'il n'y a pas un médecin généraliste dans le groupe. Et donc, actuellement, nous avons donc réactualisé le conseil d'administration puisqu'on a reçu une trentaine de demandes d'intégration du conseil d'administration qui ont été donc validées et nous avons aussi établi des conventions avec la Fondation des enseignants donc indépendants et là aussi avec la 2G et tout cela pour pouvoir travailler dans un cadre bien sûr légal et en respectant les prérogatives des instances les unes et les autres et je suis content qu'on puisse démarrer cette convention par quelque chose qui est palpable sur le terrain, à savoir ces webinaires. Et donc, comme je l'ai dit, l'importance de la gériatrie va être grandissante dans tous les pays et nous aussi dans notre pays. Et c'est bien, si vous vous rappelez le discours de Son Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, on a besoin de toutes nos compétences médicales, qu'elles soient sur le sol marocain ou qu'elles soient à l'étranger. Et comme on dit, adaf l'iman, qu'ils puissent participer à la formation de leurs compatriotes, comme ce que fait l'Imadi avec toute son équipe. Donc, je salue tout ce que fait la 2G et je dis qu'on est là, la main dans la main, et que tout ce qui encourage, tout ce qui revient à améliorer la santé de nos concitoyens, surtout que nous sommes à la veille on a commencé, ça se poursuit, de la généralisation, avec la généralisation de l'assurance maladie, mais il y a les autres aspects de cette protection sociale, que ce soit la retraite, que ce soit c'est-à-dire payer pour les enfants, etc. Donc, nous assistons à une vraie révolution. Ce qui était avant un rêve est devenu une réalité avec l'intervention de Sa Majesté et
notre gouvernement est là pour suivre les hautes instructions de notre roi, que Dieu l'assiste. Et puis, nous avons aussi profité de la période du Covid parce qu'on a lancé de grands projets de loi structurants, que ce soit la loi 06-22, qui s'occupe avant tout des ressources humaines, puisque nous avons actuellement, on va avoir une fonction de la santé, comme ça les médecins seront mieux rémunérés. Et puis nous avons demandé aussi à ce qu'il y ait une reconnaissance morale du travail fait par les médecins, et que ce soit dans le public ou dans le privé, puisque même dans le privé, nous faisons un travail pour l'État parce qu'on soigne nos concitoyens. Il y a aussi la haute autorité de la santé pour avoir une politique de santé à moyenne et à longue, c'est-à-dire avoir une politique vraiment cohérente qui est loin des partis politiques et de tout calcul, parce qu'on estime que la santé et l'éducation doivent être au-dessus de tout ce qui est parti politique. Et puis, nous allons aussi, donc, la création de l'agence du médicament, parce qu'on sait que c'est important pour qu'on puisse avoir une indépendance, et on a vu l'importance de l'indépendance dans ce domaine, à savoir le médicament, avec le lancement aussi du grand chantier et qui est là en cours de construction, c'est l'usine de Ben Slimane pour la fabrication des vaccins et des biosimilaires pour notre indépendance à nous, mais aussi vis-à-vis de nos amis africains, parce que nous voulons d'ailleurs, c'est ce qui crée des problèmes au Maroc, ce travail et cette coopération sud-sud, et puis l'agence du sang et des dérivés, et tout le monde sait, tout le monde a eu un problème avec la demande de sang pour quelqu'un de sa famille, donc c'est important. Donc et puis dans le cadre de la formation des étudiants, la formation de base, il y a eu, donc on est actuellement à 6 ans, mais il faut améliorer les terrains de stage, et c'est pour cela que dans le cadre, il va y avoir maintenant les groupements sanitaires territoriaux, et donc il y aura pour les hôpitaux périphériques, et puis aussi pour les cabinets, pour les cliniques, avec un cahier de charge des terrains de stage pour nos futurs médecins, pour qu'ils soient encore mieux formés. Et on le sait que la formation en médecine au Maroc, elle est très demandée, parce que je rappelle que nous avons 14 000 médecins qui sont à l'étranger. Donc, nous avons besoin de ces compétences à l'étranger. Ceux qui veulent revenir, marhaba bihom, parce qu'il faut qu'on commence par nos compatriotes, et ceux qui ne reviennent pas, au moins qu'ils puissent participer à aider, participer à améliorer la santé de leurs concitoyens. Et on sait que, quel que soit là où on est à l'étranger, on est toujours marocain, on restera toujours marocain. Et on a vu tout ce qu'on fait, que ce soit des exemples, c'est Machor ou d'autres, ou ce qu'a fait aussi, même si on parle de santé, ce qu'a fait notre équipe nationale. Donc, on a des compétences médicales qui sont de très haut niveau à l'étranger. Et il faut aussi, là aussi, c'est là où on peut travailler. On peut travailler aussi avec la 2G, développer la recherche médicale. Et c'est important parce que ce domaine-là aussi est pauvre. Donc, vous voyez que, alhamdoulilah wa sharada, que le Maroc, même avec le problème de la vie, qui avec tout ce que ça cause comme complication, mais nous avons quand même l'espoir, et nous avons un avenir radieux pour nous-mêmes et puis pour nos enfants.
Voilà, et merci Merci. et bon courage. Alors, Merci, merci Président. infiniment, Monsieur le Président. Et mille merci parce qu'on a un moment aussi historique de ce mot d'ouverture d'El Saïd Afif qui, en plus, il a tout dit, il nous a mis carrément le cadre général de ce qui se passe dans la mère patrie, dans notre cher Maroc. Donc, avec cette transition démographique, la généralisation de la couverture sociale, y compris la couverture sanitaire qui en fait partie, toute cette passerelle facilitatrice, et je pense que votre société savante, votre honorable société savante est l'illustration vivante d'une société citoyenne qui crée des véritables passerelles avec des Marocains où qu'ils soient. Vous l'avez dit, Moulay Saïd Afif, le Marocain restera Marocain. Donc ça, on est viscéralement rattaché à la mère patrie. On a essayé quand même d'y contribuer comme on peut, même pendant la crise Covid. On l'a vu pendant nos Marocains qui ici en Europe, en France, qui sont venus du Maroc, qui sont retrouvés bloqués par les frontières qui étaient fermées. Donc, on a essayé d'apporter notre petite pierre à l'édifice, y compris pendant les campagnes de vaccination. Les passerelles sont toujours là, puisque vous étiez aussi un modèle où, je peux vous le dire sans vous le cacher, le Maroc, un exemple parfait dans la gestion de la crise Covid, et on ne peut que s'en féliciter parce qu'on a suivi vos webinaires du début à la fin. Donc, ça, je peux le dire. Et aujourd'hui, je pense que dans cette démarche, on se dit qu'on est tous inscrits dans ce projet royal d'associer toutes les compétences marocaines où qu'ils soient, parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté, et cette volonté, elle est là, et nous, aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de dire on a ces passerelles et on s'inscrit résolument. Donc, on a vu avec la création du diplôme universitaire de gériatrie et gérontologie à l'université Mohamed VI, d'autres formations diplômantes pour les soignants, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la gériatrie, il y a aussi les métiers de la gériatrie. On a aussi pour les métiers d'aide à la personne, donc un véritable projet qu'on essaie de travailler. Et je ne peux aussi que féliciter et remercier nos ambassadeurs de l'A2G qui sont au Maroc, qui sont sur le terrain, sur plusieurs fronts, et ça passe par la formation. Pas plus qu'il y a 2 jours, on a Dr Labassi qui était dans un centre social où il a formé tout le personnel. Donc on a vraiment, on s'inscrit dans cette belle dynamique qui est aujourd'hui facilitatrice. Et aujourd'hui, on a aussi des membres de l'A2G qui sont en cours d'installation au Maroc. Je peux vous le dire, Moulay Saïd Afif, je pense à Dr Tihad Ihsna qui est présente avec nous, qui est gériatre, gérontologue, médecin de famille, qui fait des allers-retours et aujourd'hui, elle peut aussi contribuer à ce chantier de développement. Donc, on a aussi Dr Myriam Alouheli qui fait beaucoup d'allers-retours, qui est aussi présente avec nous lors de ce webinaire. Donc, je pense que aujourd'hui, on est devant on peut dire un projet pour une nation. Moi, je le qualifie un projet pour une nation derrière notre roi, que Dieu le glorifie. Et on sait très bien que les Marocains sont aussi des ambassadeurs et qu'on porte les causes de notre Maroc où qu'on soit, et on sera toujours fiers de les porter et s'inscrire derrière toutes les directives. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'on a encore d'autres intervenants, mais je profite de ce moment historique, c'est pour ça que je vais passer rapidement la parole à Dr Ojgar, que je remercie énormément parce qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un aussi de très facilitateur et aussi constructif dans ce partenariat, parce qu'on travaille, on peut dire, main dans la main. D'ailleurs, aujourd'hui, les ramadanesques, qu'on a travaillé avec Dr Ojgar, avec d'autres personnes aussi dans les coulisses. Donc, je vais m'arrêter là. Et encore mille merci, Moulay Saïd Afif, d'être parmi nous. Je tiens à vous dire que vous représentez, quand même, vous êtes une fierté pour nous, Marocains. Moi, je préfère vous dire maître Afif, Moulay Saïd. Donc, merci pour tout ce que vous apportez pour la médecine au Maroc. Et puis, je vais laisser la parole à Dr Ojgar pour la suite des webinaires. Donc, si vous pouvez rester avec nous, vous êtes le bienvenu, mais je sais que vous avez aussi un agenda chargé. Merci beaucoup, Moulay Saïd Afif, pour tout ce que vous apportez pour la santé au Maroc. Et merci infiniment pour cette belle convention. On est au début. Et j'espère. Merci, vive notre partenariat, on fera de l'excellent travail. Merci beaucoup. Tous inscrits dans ce projet royal d'associer toutes les compétences marocaines où qu'ils soient, parce qu'aujourd'hui il y a une volonté et cette volonté elle est là, et nous aujourd'hui on ne peut que se réjouir de dire
on a ces passerelles et on s'inscrit résolument. Donc, on a vu avec la création du diplôme universitaire de gériatrie gérontologie à l'université Mohamed VI, d'autres formations diplômantes pour les soignants, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la gériatrie, il y a aussi les métiers de la gériatrie. On a aussi pour les métiers d'aide à la personne, donc un véritable projet qu'on essaie de travailler. Et je ne peux aussi que féliciter et remercier nos ambassadeurs de l'A2G qui sont au Maroc, qui sont sur le terrain, sur plusieurs fronts, et ça passe par la formation. Pas plus qu'il y a 2 jours, on a Dr Labassi qui était dans un centre social où il a formé tout le personnel. Donc on s'inscrit dans cette belle dynamique qui est aujourd'hui facilitatrice. Et aujourd'hui, on a aussi des membres de l'A2G qui sont en cours d'installation au Maroc. Je peux vous le dire, Moulay Saïd Afif, je pense à Dr Tihadi Hsna qui est présente avec nous, qui est gériatre, gérontologue, médecin de famille, qui fait des allers-retours et aujourd'hui, elle peut aussi contribuer à ce chantier de développement. Donc, on a aussi Dr Myriam Aloueli qui fait beaucoup d'allers-retours, qui est aussi présente avec nous lors de ce webinaire. Donc, je pense que aujourd'hui, on est devant on peut dire un projet pour une nation. Moi, je le qualifie un projet pour une nation derrière notre roi, que Dieu le glorifie. Et on sait très bien que les Marocains sont aussi des ambassadeurs et qu'on porte les causes de notre Maroc où qu'on soit, et on sera toujours fiers de les porter et s'inscrire derrière toutes les directives. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'on a encore d'autres intervenants, mais je profite de ce moment historique. C'est pour ça que je vais passer rapidement la parole à Dr Oujgar, que je remercie énormément parce qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un aussi de très facilitateur et aussi constructif dans ce partenariat, parce qu'on travaille, on peut dire, main dans la main. D'ailleurs, aujourd'hui, les ramadanesques, on a travaillé avec Dr Oujgar, avec d'autres personnes aussi dans les coulisses. Donc, je vais m'arrêter là. Et encore 1000 merci, Moulay Saïd Afif, d'être parmi nous. Je tiens à vous dire que vous représentez, quand même, vous êtes une fierté pour nous, Marocains. Moi, je préfère vous dire maître Afif, Moulay Saïd. Donc, merci pour tout ce que vous apportez pour la médecine au Maroc. Et puis, je vais laisser la parole à Dr Oujgar pour la suite des webinaires. Donc, si vous pouvez rester avec nous, vous êtes le bienvenu, mais je sais que vous avez aussi un agenda chargé. Merci beaucoup, Moulay Saïd Afif, pour tout ce que vous apportez pour la santé au Maroc. Et merci infiniment pour cette belle convention. On est au début et j'espère... Merci, vive notre partenariat. On fera de l'excellent travail. Merci beaucoup, Smahna. Merci. Merci Moulay Saïd, Monsieur le Président. Merci Dr Afif pour tous les mots que vous avez dit. Merci Dr Imad Hafidi pour tous les mots que vous avez dit. Et donc, nous, puisque on va aller sans trop tarder, parce que c'est le mois de Ramadan, nous les femmes, la cuisine nous attend. On va commencer par Madame Amal Baro, que je viens de faire sa connaissance et savoir que nous avons au Maroc des personnes qui nous rendent fiers, des femmes qui nous rendent fiers, médecins de famille et aussi médecins nutritionnistes avec beaucoup de casquettes et aussi les membres de la A2G. Je la laisse nous présenter qu'est-ce qu'il pense et comment il voit la personne âgée face aux jeunes, surtout pendant le mois de Ramadan qui pose un problème pour nous. Et je sais bien que lorsqu'on dit à quelqu'un de la famille tu ne dois pas jeûner, il a toujours les larmes aux yeux. C'est un peu difficile et j'aimerais bien savoir les experts comment ils font ça. Merci. Face aux jeunes de la personne âgée. Donc, comme introduction, la prise en charge du patient âgé par un médecin généraliste repose sur une démarche globale, fonctionnelle, pluridimensionnelle qui prend en compte les particularités sémiologiques, les capacités physiques, les difficultés psychologiques et sociales du patient, ainsi que les risques de décompensation fonctionnelle. Rôle du médecin généraliste à l'approche du mois de Ramadan. Le médecin généraliste, selon son bassin d'exercice et sa population de patients, peut être amené à soigner des patients d'un culte différent du sien, des pratiques précisément religieuses qui peuvent avoir un impact médical, c'est le cas du jeûne du Ramadan. Et derrière le mot jeûne, il faut entendre notamment l'interdiction de tout apport alimentaire et hydrique
des interdictions qui s'étendent également à toutes les prises médicamenteuses orales, pointant là un des versants de l'implication médicale du Ramadan. Il s'agit aussi d'un mois festif au cours duquel le rythme de vie des pratiquants se trouve modifié précisément sur le plan alimentaire et le rythme veille-sommeil. Et c'est là où le médecin généraliste doit intervenir. C'est une prise en fait en charge globale, nécessitant aussi un recours aux spécialistes. Le mois de Ramadan représente-t-il un risque pour toute personne âgée? Il est en général sans danger pour les pratiquants et l'âge n'est pas en soi un obstacle, mais il représente un risque certain pour les personnes âgées souffrant d'une maladie chronique, telle un diabète traité à l'insuline non équilibré, une insuffisance rénale, une maladie cardiaque, un ulcère gastrique et toute autre pathologie ne supportant pas un jeûne. Dont les principaux dangers sont la déshydratation, l'hypoglycémie et les malaises induisant des chutes et des fractures. Selon le médecin généraliste, quelles sont les personnes âgées autorisées à pratiquer le jeûne? La pratique du jeûne peut être sans risque pour les personnes âgées en bonne santé, aussi pour les personnes âgées ayant une pathologie chronique équilibrée, les patients aussi âgés disciplinés et surtout, on conseille aux personnes âgées d'être toujours vigilants et à ne pas dépasser les exigences physiologiques de leur corps. Quelle démarche doit suivre le médecin généraliste à l'approche du mois de Ramadan? Donc, en général, le médecin généraliste doit avoir absolument une mise au point sur la situation générale du sujet âgé, que ce soit sur le plan médical, en faisant une consultation générale le minimum un mois avant Ramadan, avec un bilan biologique complet selon sa pathologie qui va aussi donner une idée sur la prescription médicamenteuse pour modifier ou pas son ordonnance, ainsi les horaires de prise des médicaments. Et là aussi, d'où l'intérêt d'avoir une équipe bienveillante qui va s'occuper d'organisation des rendez-vous ou bien sûr sur le plan nutritionnel afin d'éviter toute complication type accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, insuffisance rénale par décompensation d'une pathologie aiguë et chronique. Et bien sûr, on doit avoir un réseau de spécialistes avec qui il doit collaborer ou bien s'aider. Quel conseil doit donner le médecin généraliste aux patients pour passer un bon ramadan? Pour jeûner en toute sérénité, il est fortement conseillé à la personne âgée de consulter son médecin avant toute décision d'observer ou non le ramadan, essayer de mieux réguler la dose des médicaments chroniques par son médecin, suivre un régime alimentaire spécifique tout en respectant les instructions de son médecin pour les diabétiques et les hypertendus, ne pas diminuer de consommation alimentaire habituelle, veiller à consommer une bonne ration de protéines, une bonne hydratation est importante aussi, et adopter autant que possible de nouvelles heures de sommeil identiques et régulières. Et en conclusion, le médecin généraliste, dit aussi médecin de famille, représente le premier contact du patient âgé avec le système de soins médicaux généraux primaires. Son rôle est donc de réaliser un diagnostic des symptômes lors du mois de Ramadan pour ainsi traiter la maladie en question. De même, référer ce patient à un spécialiste lorsqu'il s'agit de cas nécessitant des compétences spécifiques. Je vous remercie. Merci, docteur Amel. C'est très intéressant, c'est vrai, c'est une question qui nous touche de près tous. Merci, docteur Amel Barro. On ne vous entend pas, docteur Oujgat, ça a coupé. D'accord, oui, je disais que c'était intéressant, docteur Amel Barro, c'est une question qui nous touche tous parce que on a une famille qui doit arrêter de jeûner, donc c'est difficile à apprendre, surtout avec les gens, les musulmans, ça touche vraiment, ça fait vraiment mal pour leur dire ne pas jeûner. Je vous remercie. Pour ne pas trop tarder,
On va passer à la deuxième communication et j'invite les participants à écrire leurs questions ou leurs commentaires dans les discussions. Comme ça, pour gagner du temps, on va essayer de répondre à la fin de la séance. Merci à vous tous. Donc, je donne la parole à M. Ahmed pour terminer, faire la présentation des deux orateurs qu'on va voir. Merci, Dr. Ahmed. Merci, Dr. Poulchgor. Effectivement, parce que on va essayer de faire des passerelles assez rapidement. Je tiens à féliciter Dr. Barlou pour cet excellent exposé, parce qu'elle a bien insisté sur le rôle, et je pense qu'aujourd'hui, c'est à l'unanimité, le rôle du médecin de première ligne, le médecin généraliste est primordial. Elle a insisté sur la place de la coordination avec les spécialistes. Et là, je fais le hiatus avec une spécialiste en gériatrie et gérontologie, et quel spécialiste, plus de 20 ans d'exercice en gériatrie, avec des sous-spécialités, tabarakallah, Malika Tofeqi, qui est avant tout une amie et une collègue. Donc Dr. Malika Tofeqi, en France, elle est coordinatrice de plusieurs structures qui accueillent les personnes âgées. Donc, elle est médecin clinicienne et aussi coordinatrice de plusieurs structures. Elle est spécialiste dans les domaines de cardiogériatrie, d'oncogériatrie, de psychogériatrie, aussi à la douleur, soins palliatifs, les cicatrisations. Donc, c'est un beau panel qu'elle a en gériatrie. Donc, on ne peut que se réjouir de l'avoir parmi nous, les membres du bureau. Et aussi, on la remercie pour sa générosité, puisqu'elle est membre enseignant au sein du diplôme à Casa. Donc, à toi la parole, Lala Malika, pour ta présentation qui est intitulée sur le rôle du gériatre face aux jeunes des personnes âgées. Docteur Ahmed, moi, Oui. je voulais vous annoncer qu'on a des amis médecins qui nous regardent depuis Burkina Faso. Ah, excellent, magnifique. Je le salue. Bravo, bravo. Merci pour la présentation et merci pour l'invitation. Je suis vraiment très honorée d'être parmi vous et je suis vraiment contente. Malika, excuse-moi, oui. Malika, ta présentation, elle est au milieu. Je pense qu'elle a commencé par le milieu. Tu peux monter tes slides? D'accord. Il faut juste monter les slides avec ta flèche. Oui. Oui. On peut couper les micros? Voilà. Voilà, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. C'est bon? Oui. Et puis Fares, Galaxy Fares, s'il peut couper le micro aussi. Merci. Malika, à toi la parole et je m'excuse, c'est les aléas du direct. Hein. Merci beaucoup. C'est pas grave. Donc, moi, autant que gériatre, je parle de la personne âgée et le jeune. Le jeune vu du gériatre. La gériatrie, comme on l'a expliqué, c'est une spécialité médicale qui prend en charge la santé de la personne âgée. Et la gérontologie, c'est étude du vieillissement dans toutes ses dimensions, sociales, économiques, santé publique, démographique, psychologique, anthropologique, culturelle et autres. Au niveau du vieillissement, pas de consensus. L'âge chronologique, c'est mauvais indicateur des capacités fonctionnelles de vie. Définition administrative, peut-être l'âge de la retraite et l'âge de l'entrée en vieillesse. Ça dépend 60 ou 65 ans. On a le débat aussi en France au niveau de la retraite. Est-ce que c'est 65 ans ou plus? La typologie de patients, consommation de soins. Subdivision sur une base chronologique et sociale, 3e, 4e âge, et l'âge d'entrée en institution. Surtout ici au Maroc, mais ça va commencer aussi en France, mais ça commence aussi au Maroc. Et le fait qu'on est de old young, plus de 60 ans, ou donc on peut dire même plus. Quelques chiffres à l'échelle mondiale. Les plus de 65 ans, c'est une augmentation rapide. En 2018, première fois de l'histoire, qu'il y avait plus de 65 ans, plus nombreux que les enfants de moins de 5 ans. Et en 2019, une personne sur 11, plus de 65 ans. Et en 2050, une personne, ça va être sur 6, plus de 65 ans. Vieillir, c'est quoi? C'est en fonction des capacités de réserve. Il y a le vieillissement réussi.
ça veut dire maintien des capacités fonctionnelles de réserve. Et vieillissement usuel, c'est diminution légère des capacités fonctionnelles non attribuables à une pathologie de l'organe. Et vieillissement avec fragilité, c'est diminution modérée exposant à un risque de décompensation face à une agression. État des lieux au Maroc. Les sujets plus de 60 ans, en 2004, c'était 8%. En 2021, à peu près 12%. Et en 2030, c'est 15%. Et en 2050, on va avoir 20%. Les sujets de plus de 70 ans, en 2021, c'était 1,6 million. Et en 2030, ils vont être 2,6 millions, plus de 33%. Et plus de 32 ans d'espérance de vie de la naissance, à la naissance entre 1955 et 2015. 75 ans chez les hommes et 76 ans chez les femmes. Les maladies chroniques les plus fréquentes au Maroc, c'est les diabètes et l'hypertension artérielle. Les diabètes ont les deux types, type 1 et type 2. Et l'hypertension artérielle qui font 17%. Les cancers, 11,5%. Les cardiopathies de toutes sortes, les troubles du rythme, tout, c'est 8,6%. L'insuffisance rénale chronique, les environs de 5%. Les maladies rhumatismales aussi 5%, et les psychoses, par contre les psychoses, j'ai l'impression qu'ils sont sous-estimés. Les particularités sociétales, les personnes âgées qui vivent avec leurs enfants ou petits-enfants, les ménages complexes regroupent plusieurs générations, 58%, ou avec un enfant célibataire. 28%, la plupart du temps, l'enfant célibataire qui va être l'aidant principal des personnes âgées. En dehors des modes de cohabitation dominants, les couples 6,7% et seuls 6,8%. Solidarité intergénérationnelle, mais pas en sens unique. C'est aussi les personnes âgées, ils ont une aide, 38% pour aide des enfants, 40% garde d'enfants. Les particularités, selon le rapport du Conseil économique et social et environnemental de 2015, isolement social, précarité, analphabétisme, qui a toujours un problème au Maroc, c'est 7 sur 10, et faible taux de couverture sociale et sanitaire. Je pense qu'avec maintenant, avec les changements, ça va être plus de 50% prochainement. Faible niveau de ressources. Personnes âgées et le jeûne. Le ramadan est en général, comme elle a dit, donc on a ma consoeur, c'est sans danger pour les pratiquants et l'âge en soi n'est pas un obstacle à son respect. Il existe toutefois les contre-indications absolues, quel que soit l'âge. C'est diabète type 1 traité à l'insuline, type 2 non équilibré, l'insuffisance rénale, les gastrites et surtout les ulcères gastro-duodénaux non traités, les troubles comportementaux alimentaires comme l'anorexie et la boulimie, la malnutrition, la dénutrition, quelle que soit la cause, les affections aiguës, infections aiguës sévères, hémorragie importante, il y a d'autres aussi affections aiguës. Les personnes âgées ont souvent tendance à diminuer le rapport alimentaire sans que donc on augmente leur énergie soit réduite. Ce manque d'appétit qui survient avec l'âge est en partie dû à la perception des odeurs, diminution des odeurs et du goût. On sait très bien qu'en vieillissant, il y a diminution des 4 saveurs, mais c'est surtout les saveurs des salées et augmentation du sucré. Les personnes âgées, ils préfèrent plus le sucré que le salé. C'est en général, donc on a ce qu'on a remarqué, même nous, je travaille en institution, ce qu'ils aiment manger. La dénutrition et les définitions, il est recommandé de retenir la définition suivante, qui représente l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel. Et le déséquilibre nutritionnel est caractérisé par un bilan énergétique et ou protéique négative. La dénutrition peut être liée à un ou à une association des facteurs suivants, un déficit d'apport protéo-énergétique, une augmentation des dépenses énergétiques totales
une augmentation des pertes énergétiques et ou protéiques, et la dénutrition étant le plus souvent multifactorielle chez les sujets âgés. Il est nécessaire et urgent de diagnostiquer cette dénutrition, de réaliser un bilan étiologique complet à la recherche des critères étiologiques orientés par l'interrogatoire et l'examen clinique. Lorsque le diagnostic de dénutrition est établi, il est recommandé d'évaluer la sévérité. Et la sévérité maintenant est établie selon le seuil d'IMS et de pourcentage de l'albinémie. L'hypolalbinémie n'est plus un critère de diagnostic de dénutrition, mais un critère de sévérité. La valeur pronostique de l'albinémie ne dépend pas de l'existence d'un syndrome inflammatoire. Et le LNA est un outil de repère de risque de dénutrition, mais n'est plus un critère de diagnostic de dénutrition. Pour définir une malnutrition, il faut se repérer sur les critères étiologiques et phénotypiques. Il suffit un seul critère étiologique et un seul critère phénotypique. Les critères étiologiques, c'est les réductions de prise alimentaire, plus des 50% plus d'une semaine, baisse des apports plus de 2 semaines par rapport à la consommation alimentaire normale ou aux besoins. Et l'apport et l'absorption réduite, la malabsorption, maldigestion et les pathologies aiguës, les pathologies chroniques ou les pathologies évoluées. Et pour les critères phénotypiques, c'est le perte de poids, plus de 5% en 1 mois, ou 10% en 6 mois, ou plus de 10% avant la maladie. C'est pour la dénutrition modérée. L'albinémie, ça rentre plus maintenant dans les critères de dénutrition modérée. L'IMC inférieur à 22 kg par mètre carré et la sarcopénie confirmée. Et pour la dénutrition sévère, c'est plus de 10% en 1 mois et l'IMC, c'est inférieur à 20 kg par mètre carré et l'albinémie, c'est inférieur à 30. C'est ce qu'on dit, c'est un critère de sévérité. Pour faire le diagnostic d'insuline de la personne âgée en situation d'obésité, il est recommandé d'utiliser les critères phénotypiques suivants. C'est le perte de poids, plus de 5% en 1 mois, c'est les mêmes, mais c'est surtout la sarcopénie confirmée. Les principes thérapeutiques, c'est privilégier la voie orale, l'enrichissement de l'alimentation, révision de l'ordonnance, que c'est notre quotidien autant que gériatre, on fait ce qu'on dit le toilettage des ordonnances, recherche des pathologies intercurrentes comme la dépression mucose buccale fécalome, régime, il faut supprimer tous les régimes adhésifs en cours. On utilise, après nous, 75 ans, on n'utilise plus les régimes. Ni régime diabétique, les régimes, on dit donc sans sel, pas sans sel, c'est plus salé. On ne fait plus de régime. Ni les régimes pour perdre du poids, l'interdiction des régimes pour les personnes âgées. Apporter une alimentation équilibrée en hypercalories et protéiques. C'est de 25 à 50 à 30 calories par kilo par jour, avec 1 gramme, même on peut aller avec 1,5 g par kilo par jour de protéines. Les compléments alimentaires à utiliser pour les collations, c'est en dehors des repas. Il ne faut pas qu'ils remplacent les repas. Les conseils pratiques aux patients et aux aidants sont gastriques. Franchement, c'est exceptionnel chez les personnes âgées et gastrostomiques. L'activité physique et le jeûne, à tout âge et toute l'année. C'est un effet bénéfique sur la prévention des chutes, les fractures, cancers, déclin cognitif, renforcement musculaire avec prévention de la sarcopénie, préservation de l'autonomie. À conseiller de préserver une activité pendant le ramadan selon la capacité de la personne âgée, exemple la marche avant la rupture du jeûne ou même après. Les troubles de déshydratation en gériatrie. Pertinence aiguë des signes cliniques, persistance du flux cutané,
c'est miné par le vieillissement cutané. À rechercher en sous-claviculaire, l'avant-bras, cuisse et sternum, baisse de la pression artérielle, mais quel le problème de la pression artérielle? Il faut avoir la pression artérielle habituelle. C'est souvent, il y a des personnes âgées qui ont une pression artérielle basse. C'est pour ça qu'il faut connaître la valeur initiale. Tachycardie et absence en cas de drogue bradycardisante et de dysautonomie. Soif très souvent absente, surtout en cas de déclin cognitif et sécheresse buccale, à rechercher dans le sillon gingivo-jugal, mais l'interprétation complexe en fonction de la ventilation en bouche ouverte, médicaments atropéniques, mycose buccale et syndrome sec. Les troubles neuropsychiques, à la fois signes et conséquences. Irritabilité, troubles comportementaux divers, mais surtout baisse de la vigilance, rupture par rapport à un état antérieur récent. Fébrucule inférieur à 38,5 peut traduire un élément infectieux causal ou une complication. Oligurie, mais attention au diagnostic différentiel de rétention vésicale d'urine, perte de poids, hypotonie des globes oculaires. Au total, peu de spécificité clinique chez le personne âgée. Les traitements, c'est par quelle administration et par quelle voie? Péros pour des déshydratations modérées, natrénémie inférieure à 150. C'est coopération du malade, absence de fausse route, sinon boisson gazeuse froide ou eau gélifiée et surveillance adaptée. Par sonde gastrique, à proscrire en raison du risque de pneumopathie d'inhalation, difficultés techniques, parce que vous connaissez avec l'âge, il y a des veines qui sont peu accessibles et en fonction du trouble du comportement s'il y a agitation ou d'autres. Les médicaments et le jeûne. Les conférences religieuses initiées par la Fondation Al-San II ne sont pas autorisées les prises orales, qui sont autorisées les prises médicamenteuses par voie intraveineuse ou sous-cutanée, par voie nasale, par voie ophtalmique, les suppositoires, ovules gynécologiques, crème et pommades, spray et vaporisateurs. Les médicaments restent en plus grande quantité et plus longtemps dans l'organisme chez les personnes âgées. Leur élimination rénale ralentit, leur accumulation dans les graisses et leur passage dans le cerveau rendent de fait les personnes âgées beaucoup plus fragiles face aux médicaments. L'observance du ramadan se révèle toujours problématique. En conclusion, pour jeûner en toute sérénité, consulter son médecin, comme elle a dit ma consoeur, avant toute décision d'observer ou non le ramadan sur la prise des médicaments, pas d'automédication. Ne pas diminuer sa consommation alimentaire habituelle. Veillez à consommer une bonne ration de protéines, bien boire 1,5 litre par jour en moyenne. Adopter autant que possible de nouvelles heures de sommeil identiques et régulières. Prendre un petit déjeuner très consistant avant le lever du soleil et faire un repas léger après la rupture et en faire un autre 3 heures après et maintenir une activité physique. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Dr Malika Toufekhi. C'est vrai que je t'ai donné une mission pas simple, ça veut dire parler en un quart d'heure de la personne âgée, du ramadan et tout ce qui va avec. Pour un gériatre, c'est jamais simple, en sachant que la consultation moyenne d'un gériatre, le temps qui écoule, c'est au moins 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, pour faire un tour d'horizon, mais je pense que tu l'as excellemment fait. Donc si je reprends, donc tu as insisté sur le fait que maintenant on ne parle pas d'âge, donc on dépasse la notion de l'âge chez le sujet âgé, mais on parle plus de la notion de réserve fonctionnelle, puisque vieillir en bonne santé, comme l'a défini l'OMS, c'est ce qui permet de maintenir les attitudes fonctionnelles, les capacités intrinsèques et aussi le rôle de l'environnement. Le Maroc connaît bien évidemment, donc tu es gérontologue, tu ne pouvais pas t'empêcher de nous mettre un peu nous mettre le décor. Donc plus de 32 ans d'espérance de vie, donc on en sera
les collègues, quelle que soit la spécialité, je parle pour la médecine de première ligne et les autres spécialités, seront confrontés dans les années à venir à avoir, comme on appelle, un tsunami des personnes âgées dans notre pays. Donc, c'est quelque chose qui est important et on doit être prêt à les accueillir et plutôt les prendre en charge dans les meilleures conditions et surtout avec des recommandations de bonnes pratiques. Tu as insisté sur, merci de nous avoir rappelé la dernière recommandation sur la dénutrition, puisque ça a été mis à jour, on va dire les recommandations pour la définition de la dénutrition. Et aussi, quand tu as parlé du jeûne, tu as insisté surtout sur la déshydratation et plutôt sur les atypies des tableaux cliniques chez les sujets âgés, parce qu'une personne âgée, il n'a souvent pas soif et ils n'ont pas la sécheresse cutanée qu'on connaît chez les jeunes. Donc, et à la fin, avec les recommandations en matière de ce qui autorise le jeûne ou pas, des recommandations nationales de la Fondation Hassan II pour tout ce qui peut se faire chez les personnes âgées, et puis aussi des moyens de corriger notamment la déshydratation comme l'hypodermoclise, c'est un bon moyen qui n'est pas très invasif. Tu as insisté aussi sur la notion de médicaments, comme c'est important de se pencher toujours sur les médicaments, parce qu'il faut faire attention avec les médicaments chez les sujets âgés. Il faut des prescrire, oui, mais il faut aussi prescrire les médicaments qui ont fait leurs preuves chez les personnes âgées. Donc, tout ça, tu l'as rappelé. Donc, tu restes avec nous, Malika, s'il y a des questions, bien sûr, à la fin, parce que je sais qu'on devait avancer très vite. Et bien sûr, vous complétez brillamment, notamment toutes nos intervenants, puisqu'on arrive maintenant à la dernière intervention du docteur Mariama Loueli. Donc, Mariama Loueli, qui est membre du bureau de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez couper le micro? Oui. Docteur Hamdi, vous pouvez couper le micro? On vous entend. Est-ce qu'on peut couper son micro? Alors, je disais que docteur Mariama Loueli est membre de l'A2G. Elle va aborder la dernière partie, mais avant, je vous présente brièvement docteur Mariama Loueli, qui est docteur en biologie moléculaire et cellulaire spécialité neurosciences. Elle est ingénieure d'État en industrie et sécurité alimentaire. Elle est formatrice, conférencière en nutrition, en sciences des aliments. C'est un membre très dynamique, très actif. Tabarakallah. Elle fait beaucoup d'allers-retours entre le Maroc et l'Europe. Elle a beaucoup à nous apporter sur ce premier webinaire. À toi la parole, cher ami, docteur Mariama Loueli. À toi la parole. Merci beaucoup, cher ami, pour cette présentation. Alors, déjà, je vais essayer de partager ma présentation. Voilà. Tu as un quart d'heure. Ah non, je pense que je vais prendre mon temps là. Bravo. Merci. Alors, tout d'abord, Ramadan Karim pour tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous et c'est toujours un plaisir de participer à ce webinaire ramadanesque organisé par l'Alliance de gériatrie et de gérontologie. Je tiens à remercier Dr Imad Hafidi pour tous les efforts déployés afin de réussir ces échanges scientifiques autour d'une table scientifique très riche. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nutrition des personnes âgées pendant le mois de Ramadan. Alors, avant déjà de répondre à la question est-ce que la personne âgée est apte pour faire le Ramadan ou pas, j'aimerais bien déjà vous présenter l'interaction entre l'âge et la nutrition pour la personne âgée. Donc, il faut bien noter que chez les personnes âgées, presque toutes les personnes âgées sont particulièrement exposées à la malnutrition et aussi à la malabsorption, ce qui pourrait provoquer à l'apparition de plusieurs maladies, comme les maladies auto-immunes, maladies inflammatoires et autres. Ils sont exposés aussi à l'obésité comme ils sont exposés à l'anorexie. Alors,
Déjà, la malnutrition, ce n'est pas une conséquence directe de la nutrition. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent vraiment impacter l'état nutritionnel des sujets âgés. On parle de la situation socio-environnementale. Donc, si la personne âgée vit toute seule, est-ce qu'elle est capable de cuisiner, est-ce qu'elle est autonome, etc. Et si la personne âgée vit avec une famille. Et donc, s'il vit par exemple avec une famille, on ne sait pas trop s'il est isolé et si elle mange avec la famille, si elle a vraiment une alimentation particulière qui ne ressemble pas à l'alimentation de tous les membres de famille. Donc ça, c'est vraiment, il faut le travailler avec la personne âgée comme il faut le travailler avec les membres de la famille de cette personne. Il y a aussi un grand problème, c'est les problèmes bucco-dentaires qui peuvent vraiment impacter l'état nutritionnel de la personne âgée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des examens chez les dentistes tous les 6 mois. Donc voilà, pour surveiller l'état bucco-dentaire de la personne, vu qu'en fait, pourrait impacter son alimentation et sa prise alimentaire. Et bien sûr, toutes les personnes âgées, malheureusement, ils ont des problèmes de dentition, ce qui limite en fait l'ingestion de certains aliments et préfèrent de manger tout ce qui est liquide, tout ce qui est molle, etc. Et donc, avec cette texture-là, on ne peut pas respecter l'apport nutritionnel qu'on va voir en fait par la suite. Alors, il y a aussi le problème des pathologies chroniques, comme les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, Parkinson, etc. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré que ces maladies altèrent malheureusement la structure qui est responsable de la prise alimentaire, qui est l'hypothalamus, et même la structure de la prise de décision pour manger. Donc, même l'envie de manger, parfois, elle est altérée à cause de la maladie neurodégénérative. Donc, il faut vraiment voir avec le médecin et avoir un encadrement avec un diététicien et un nutritionniste pour vraiment modifier l'apport nutritionnel et de la personne âgée. Il y a aussi les traitements médicamenteux. Donc, on sait très bien qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont un effet anorexigène, comme il y a d'autres qui ont un effet orexigène. Donc, il faut aussi adapter l'alimentation avec ce genre de médicaments, voir avec le médecin traitant, comme on peut voir avec un nutritionniste et un diététicien. Il faut aussi voir si la personne âgée suit un régime restrictif, parce qu'avec avec la technologie, avec l'avancée technologique, tout le monde a accès à des données, à des informations sur YouTube, sur Instagram, etc. Et on a parfois, on est carrément impressionné par certains régimes alimentaires, comme le régime keto, on parle beaucoup de ça par rapport en fait à son effet sur le diabète, sur le fait qu'il peut vraiment inverser le diabète type 2, surtout le diabète type 2. Et donc, il ne faut pas vraiment oser d'appliquer ce genre de régime pour une personne âgée, comme ce qu'il a été en fait dit par Dr Malika Tofekhi. Il a dit que vraiment, une personne âgée, elle ne peut pas suivre un régime alimentaire, que ce soit un régime keto, un régime détox, un régime hypocalorique. Tous ces régimes-là ne fonctionnent pas pour les personnes âgées. Malheureusement, ils impactent leur état nutritionnel. Alors, donc, pour savoir, déjà, pour corriger l'état nutritionnel de la personne âgée, il faut savoir, il faut connaître l'apport ou le besoin réel de la personne âgée. Donc, l'apport nutritionnel, il est divisé, on peut diviser en 2 volets. Il y a un volet de l'apport énergétique, d'accord, et il y a le volet de macro et micronutriments. Alors, par rapport à l'apport énergétique, contrairement à ce qu'on dit, donc avec l'âge, avec l'avancée en âge, on doit réduire notre apport énergétique. Ça, c'est pas vrai. Au contraire, on peut l'appliquer, cette information est vraie pour une tranche d'âge de 30 ans jusqu'à 60 ans, mais à partir de 60 ans, au contraire, il faut vraiment augmenter l'apport énergétique et on peut aller jusqu'à une moyenne de 35 kilocalories par kilo par jour. D'accord. Et par rapport en fait à l'apport macro et micronutriments, s'il y a vraiment le déséquilibre, donc si on parle de macronutriments, on parle principalement des protéines. Donc les protéines, il faut vraiment donner 1 gramme par kilo par jour pour la personne âgée, c'est nécessaire. Et donc certaines situations, on peut augmenter cet apport jusqu'à 1,2, jusqu'à parfois 1,5 grammes par kilo par jour. Par rapport aux glucides, il ne faut pas vraiment avoir une réduction par rapport à cette matière-là parce que la personne âgée a besoin de l'énergie, d'accord, et surtout pour ses capacités cognitives. Donc voilà, les glucides en fait représentent 50 à 55% de l'énergie totale de la personne âgée. Donc 80% de sucre, ils doivent être complexes.
ils doivent pas être des sucres rapides. Et par rapport aux acides gras essentiels, il faut vraiment respecter un apport ou bien un ratio d'oméga 3, oméga 6. Alors, bien sûr, à tout ce qui est micronutriments, on parle principalement du calcium. Donc, il faut vraiment avoir un apport journalier de 1200 mg par jour. Et par rapport au fer et aux autres vitamines, on ne le change pas, c'est pas vraiment, ce ne sont pas des valeurs qu'on les change avec l'âge, mais voilà, il faut toujours voir avec le médecin, faire un bilan pour s'assurer que tout est bon et il ne faut pas faire une supplémentation par des compléments alimentaires. Et bien sûr, tout ce qui est en fait hydratation, ça c'est principal et c'est très important pour la personne âgée. Il faut aller jusqu'à 1,5 litres par jour et on peut rajouter même 500 ml dans la canicule. Alors, maintenant, on répond à la question Ramadan et personnes âgées. Et là, je vous présente une étude qui a été effectuée en 2013. D'accord, qui a été publié dans un bon journal. Ils ont pris deux catégories en fait de personnes âgées. Des personnes âgées qui sont en bonne santé, d'accord. Donc dans ce cas-là, ils peuvent jeûner sans aucun problème. Mais on ne sait pas trop, même dans l'article scientifique, c'est pas mentionné que en fait, s'ils ont déjà fait des bilans avant qu'ils décident en fait de jeûner ou pas. En tout cas, c'est jugé qui sont en bonne santé, donc ils ont jeûné. Et pour l'autre catégorie de personnes âgées, ils ont des complications de santé comme le diabète type 1, le diabète type 2 et des infections, maladies auto-immunes et maladies neurodégénératives. Normalement, les médecins, les experts, ils ont décidé que cette catégorie-là ne doivent pas jeûner. Mais la plupart des personnes âgées ont décidé de jeûner à l'encontre des recommandations internationales qui ont été délivrées et élaborées par l'expert en religion et par l'expert en médecine et aussi des spécialistes. Alors, quels sont les risques liés au jeûne pour excusez-moi, je m'excuse de vous interrompre, docteur Louheri. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, messieurs, dames, parce que vous dérangez l'intervention? Est-ce que tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît? Ça va, ça va. Je l'ai coupé, ça y est. Merci infiniment. Allez-y, docteur Louheri, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, docteur Imed. Alors, déjà, j'ai essayé de regrouper toutes les dernières données scientifiques par rapport à ce sujet. Il y a moins de données scientifiques déjà. Et donc, il faut vraiment faire un point là-dessus et dire qu'il faut encourager la recherche scientifique au Maroc et dans les pays musulmans, surtout pendant le mois de Ramadan, parce qu'on a moins de données. Et j'ai essayé vraiment de regrouper toutes les données. Dernière donnée par rapport à ce sujet, c'était publié en 2020, d'accord? Et donc, il y a quand même des réponses positives et des réponses négatives par rapport au Ramadan chez les personnes âgées. Alors déjà, la première publication, c'était en 2016. Ils ont montré qu'il y a vraiment un risque lié au jeûne pour les personnes âgées. Donc, le jeûne du Ramadan affecte l'équilibre posturel et les capacités attentionnelles chez les personnes âgées suite en fait au jeûne. Et il y a aussi une autre publication. Ils ont dit que normalement, le Ramadan n'affecte pas, le sommeil, n'affecte pas la prise alimentaire des personnes âgées, n'affecte pas aussi la masse corporelle, la masse musculaire des personnes âgées. Donc voilà, c'est un bon signe, c'est très bien. En fait, rien à dire par rapport en fait à cette étude-là, mais je ne sais pas si c'est une étude fiable ou pas. Et par rapport à une autre étude, ils ont dit que vraiment, il y a un grand risque pendant le mois de Ramadan de déshydratation. Déjà, la perception de la soif est compromise avec l'avancée en âge et c'est mousse carrément. Il y a, comme vous savez, en fait, il y a une résistance par rapport à l'hormone antidiurétique. Donc, il y a beaucoup de pertes en eau pour les personnes âgées. Donc, c'est vraiment, si on peut dire, parmi les premiers risques pour les personnes âgées pendant le mois de Ramadan, c'est vraiment la déshydratation. Et après, c'est vraiment tout ce qui est capacité attentionnelle, les capacités cognitives. Ça, c'est vraiment, on remarque qu'il y a un changement chez ces personnes pendant le mois de Ramadan. Alors, j'aimerais bien en fait mettre le point sur le diabète type 2 et le Ramadan parce que comme on a vu avec Dr Malika Toferki que en fait le diabète type 2 en fait les personnes âgées représentent plus cette maladie surtout au Maroc. Donc j'aimerais bien en fait vous situer par rapport à cette pathologie là et surtout le Ramadan et le diabète type 2.
Alors, déjà, on peut faire le ramadan, surtout pour le diabète, les diabétiques type 2, même s'ils sont âgés, d'accord, mais à condition d'avoir une éducation nutritionnelle et une gestion de protéines et aussi une bonne portion de glucides complexes afin de maintenir un équilibre au niveau de la glycémie toute la journée. Maintenir 3 repas au lieu de manger que iftar, il faut vraiment veiller que en fait, les 3 repas sont respectés pendant le mois de Ramadan pour la personne âgée, iftar, dîner et suhoor, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y aura une alimentation fractionnée pendant ce mois-là. Et boire assez d'eau entre iftar et suhoor. L'activité physique, comme j'ai déjà dit, il faut la maintenir. Le minimum, c'est 30 minutes par jour. Une activité physique, on peut dire pas intense, modérée. Gestion du diabète, surtout pour les diabétiques. Il faut surveiller régulièrement le taux de glucose dans le sang. Surveiller régulièrement le poids corporel aussi. Donc, chaque semaine, pourquoi pas prendre une pesée pour voir si on a une augmentation de poids corporel ou une diminution. On risque d'avoir une dénutrition carrément juste après le mois de Ramadan. Respecter un bon protocole alimentaire personnalisé, surtout si on a un gros problème avec la prise de médicaments de diabète, surtout pendant le mois de Ramadan. Augmenter les qualités olfactives et gustatives en utilisant des herbes fines, de citron, etc. Ça, c'est vraiment pour encourager la personne âgée de manger d'une manière variée, équilibrée et de manger son assiette correctement. Éviter de proposer des quantités importantes parce qu'il va refuser et il n'a pas la notion en fait vraiment de quantité. Il faut vraiment fractionner son alimentation. C'est pour ça qu'il faut avoir 3 repas au lieu de 2 repas. Varier et colorer l'alimentation pour couvrir leurs besoins nutritionnels en micronutriments surtout, enrichir les préparations avec l'œuf, poudre d'amande, avec les protéines animales et autres. Et en cas de problème de dentition, pensez aux plats de consistance molle, flan salé, muffins de légumes, des omelettes aux légumes râpés, etc. Et merci pour votre attention. Excellent. Bravo, Mariama, pour cette excellente présentation. Et en même temps de nous faire un tour d'horizon sur ce qui se fait, les recherches à l'international. Effectivement, il y avait plusieurs publications et certains étaient aussi contradictoires, notamment. Alors, ce qu'on pourrait retenir, une chose, et c'est bien de le dire, les personnes âgées ont les mêmes besoins caloriques qu'un jeune. La problématique des personnes âgées, quand ils perdent du poids, ils perdent du muscle. Et quand ils perdent du muscle, c'est grave. Et après, le plus difficile, c'est leur faire monter en masse musculaire. Et comme ils ont plus tendance à prendre du gras et moins de muscles, et bien là, on a toutes les problématiques gériatriques. Mais merci beaucoup de faire ce rapprochement entre le vieillissement physiologique et notamment la personne âgée et voir ce qui se passe et cette tendance au sucré chez les personnes âgées. Et en plus, on sait très bien ce qui se passe dans nos jolies tables, dans nos belles tables, et personne ne peut, on va dire, souvent résister à Recording in les progress. maladies rénales. On s'associe, comme on dit, moi je vous invite à suivre tous les webinaires. Vous allez voir à la fin des webinaires, vous allez sortir des experts sur le sujet. Et merci beaucoup, surtout pour les recommandations et les conseils, Mariama, que tu as donnés. C'est très important, les conseils que tu as donnés. Et je pense que avec ta générosité, tu peux toujours répondre à toutes les sollicitations des collègues et des professionnels de santé. Tu l'as toujours fait, tu l'as toujours montré. Merci, bravo. Et je vais passer aussi et échanger et passer la main à Dr Oujgar pour voir s'il y a des questions et on peut ouvrir par 1 ou 2 questions. Nous, il nous reste une demi-heure pour couper le jeûne ici en France. Donc, on va laisser la place peut-être à 1 ou 2 questions et les oratrices sont à votre disposition. Merci Mariama et félicitations pour cette. Avec plaisir. Merci, docteur Mariama. La présentation elle est excellente, elle était ciblée, et c'est bien dit. Vous avez touché les questions qui sont pertinentes concernant le jeûne du sujet âgé. Je ne sais pas s'il y a dans les participants quelqu'un qui veut poser une question. Sinon, j'ai une petite question à poser. Oui, donc, je vais voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Vous levez la main?
la personne âgée dans la famille, c'est prioritaire. Et on doit normalement adapter notre alimentation avec son alimentation pour qu'il ne soit pas isolé, surtout pendant le mois de Ramadan. Parce que nous, c'est une culture, hein. On est toujours autour d'une table, surtout pendant le mois de Ramadan, ça c'est sacré. Et donc, si on va sensibiliser, et ça c'est le travail de médecins, de médias, etc., si on va sensibiliser la famille des personnes âgées pour qu'ils puissent vraiment changer leur mode de vie pendant le mois de Ramadan, d'accord, manger sainement, surtout pendant l'iftar, d'accord. Moi, j'ai rien contre en fait les sucreries pendant le mois de Ramadan. C'est juste en fait le fait de manger ça le soir, parce qu'en tout cas, on fait la rupture du jeûne le soir, d'accord. Et ça, c'est pas adapté avec notre physiologie, avec notre mécanisme. On assimile moins le sucre le soir. Et donc, tout ce qui est mkhbouzet, parce qu'on a cette culture-là, donc tout ce qui est sucrerie, shbekia, brawat, mkhbouzet, etc., et ils sont bien présents sur la table. Et bien sûr, c'est appétissant, c'est bon, etc. Et donc, la personne âgée, il se retrouve avec une table très variée, appétissante, et il va manger de tout ça, alors que ça va se répercuter négativement sur sa santé. Et donc, pour éviter ces dégâts-là, vaut mieux vraiment d'encadrer la famille de la personne âgée et pas la personne âgée. Déjà, ça, premièrement. Et donc, au lieu de déposer des trucs comme ça sur la table, on pourra en fait les changer facilement par des repas qui sont très riches en protéines. Malheureusement, nous, les Marocains, on mange moins de protéines pendant le mois de Ramadan, contrairement aux jours normaux, parce que normalement, dans le quotidien, on mange les protéines pour les Marocains, mais pendant le mois de Ramadan, il y aura juste un repas qui est très riche en protéines. Et comme on l'a vu, en fait, l'apport protéinique pour la personne âgée est très élevé. Donc, c'est pour ça, la première des choses à mettre sur la table, c'est vraiment les protéines. Un plat principal consistant, mais vraiment très riche en protéines, une salade à côté, et bien sûr, on pourra rajouter tout ce qui est féculent, ça veut dire des bons féculents comme le pain complet, le riz complet, même des pâtes, il n'y a pas de souci, mais avec bien sûr des quantités très limitées. Donc, si on va déposer que ça sur la table, bien sûr, la personne âgée sera limitée dans le choix. Il ne va pas demander shibbakia ou le brewat parce qu'ils ne sont pas là. En tout cas, il ne faut même pas les préparer pendant le mois de Ramadan, même avant le mois de Ramadan. C'est ça l'erreur normalement qu'on fasse. Il ne faut pas préparer ça avant le mois de Ramadan. On peut les faire après le Ramadan, ok, mais pendant le mois de Ramadan, non. Il faut vraiment choisir les bons aliments, c'est les légumes, les fruits et les protéines. Pas plus, d'accord, bien sûr, on a tous le khubz, le riz, etc. Pendant le sahur, c'est un petit déjeuner. Et d'ailleurs, sahur, c'est vraiment le repas principal et le repas le plus important de toute la journée, surtout pour la personne âgée, parce que c'est ça qui va maintenir normalement sa capacité attentionnelle et aussi sa glycémie normale pendant toute la journée. Sinon, il va faire une hypoglycémie au cours de la journée et sera fatigué, épuisé. Et donc, le sahur, et normalement, toutes les personnes âgées sautent ce repas-là. Ils disent que c'est bon, on a mangé pendant l'iftar, on a mangé suffisamment, alors qu'ils ont mangé des calories vides, mais ce n'est pas des vraies calories, et ils préfèrent de sauter carrément le repas de sahur, alors que c'est le repas le plus copieux qu'on doit mettre sur la table. Ça veut dire basé sur des protéines, omelette par exemple, fromage, yaourt, tout ça c'est bien, parce qu'il faut enrichir les repas de la personne âgée en calcium aussi, ça c'est très important, en protéines, et aussi, pourquoi pas, un fruit pendant sahur, c'est très important. Donc un fruit et même un pain, une tranche de pain ou deux, ça peut faire l'affaire aussi avec tout ce qu'il va manger, c'est bien, ça, on va réguler quand même sa glycémie avec les légumes, avec les protéines, il n'y a pas de souci. Donc le repas principal pour la personne âgée, c'est sahur et c'est pas l'iftar. Et s'il y aura une alimentation fractionnée, ça sera entre l'iftar et le dîner. Ça veut dire qu'il pourra en fait commencer par une soupe, une date, tout dépend s'il est diabétique, donc il ne peut pas dépasser une date, d'accord? Et après, il pourra prendre une soupe, ensuite il pourra prendre une salade et un repas principal. Si on voit que les quantités ou les choses ils sont très nombreuses sur la table, on pourra lui proposer juste la soupe et la salade. Et après salade lécher, on pourra lui proposer un plat principal qui est très riche en protéines. D'accord? Et même dans la salade qui sera proposée en fait pendant l'iftar, on pourra l'enrichir avec des protéines. Comme ça, on va vraiment augmenter l'apport protéinique sans qu'il soit vraiment dans l'obligation de manger des grandes quantités en protéines sous forme de viande ou de poisson. Voilà, donc je pense que c'est la réponse. Donc l'encadrement, ça se fait via la famille et les membres de la famille et pas via la personne âgée. Par contre,
pardon, je vais compléter autant que gériatre. Le problème des personnes âgées qui veulent absolument jeûner, c'est qu'il faut savoir il y a des pathologies qui ne peuvent pas jeûner. C'est quand il y a une dénutrition sévère, c'est même pas la peine. Hein, parce qu'en plus, ils ont l'habitude de ne pas manger, parce qu'ils diminuent leur rapport alimentaire. Et s'ils jeûnent, ils vont creuser sur les réserves et ça diminue donc leur force musculaire. Ils peuvent donc avoir plusieurs problèmes, des fractures, des chutes à répétition et même des hydratations parce qu'ils ne boivent pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on peut les accompagner, comme elle dit Mariama, on peut les accompagner avec les fractionnements des repas, avec l'enrichissement, mais il y a des pathologies que normalement on ne peut pas leur permettre. Par exemple aussi les maladies parkinsoniennes, ils ont des traitements à des horaires fixes, on ne peut pas donc on a leur permettre le jeûne. C'est ça qu'il faut équilibrer entre les personnes qui n'ont pas des maladies qui sont vraiment chroniques et qui portent. Merci, docteur Tofeqi, de les avoir rappelés parce que d'autant plus que les prochains webinaires, on va aborder ces maladies chroniques et c'est des maladies où on ne peut pas jeûner et s'il faut jeûner, c'est vraiment avec des recommandations très précises, très strictes pour protéger la santé de nos seniors et de nos personnes âgées parce qu'avant tout, le mois de Ramadan, c'est pas uniquement qu'un rapport avec la nourriture, on a d'autres moyens de faire le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan est conçu avant tout pour les gens en bonne santé. Donc je reprends juste rapidement ce qu'elle a dit, Mariam Aloueli. Le gros du travail, c'est auprès des aidants familiaux et naturels. Hein. Je parle dans notre contexte marocain. Donc, cette imprégnation de la culture gériatrique, cette sensibilisation, c'est un peu notre affaire à tous, déjà en tant que citoyens, en tant que société savante, en tant aussi que ministère de Santé qui va aussi faire des campagnes de sensibilisation au même titre qu'on fait des campagnes de dépistage pour telle ou telle pathologie. Je pense que ces campagnes peuvent démarrer bien en amont. C'est quelque chose que j'avais proposé moi-même au niveau des tutelles pour le Ramadan et les personnes âgées, qu'il y ait des campagnes faites en amont en associant nos médecins de première ligne, des médecins généralistes pour ces campagnes de sensibilisation pré-Ramadan pour savoir si la personne âgée est apte ou pas à faire ce mois de Ramadan. Donc, je vais laisser peut-être... Docteur on donne, en expliquant aux patients, à la famille du patient, on leur dit que في القرآن ديالنا كاينة سورة ديال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Une fois on dit, une fois on récite le Coran, les patients, ils acceptent. Normalement, si la maladie, effectivement, il est déséquilibré, on insiste au patient, il ne doit pas jeûner, ça c'est sûr. Mais si le patient, il peut jeûner, il n'a pas de problème, il est équilibré, il n'a pas de problème, on essaie de lui expliquer qu'il peut jeûner. Au cas où il a eu un problème, on arrête. Effectivement, merci d'avoir, parce que le travail, il se fait avec les savants. C'est un peu ça, on va dire... Il faut juste essayer de convaincre le patient. Les gériatres, en fait, les gériatres, et notamment ceux qui œuvrent dans le champ de la personne âgée, Mariam en fait partie, ils nous ont appris à négocier, tout se négocier avec eux, de toute façon. Après, il y en a ceux qui ne souhaitent pas, on le sait. Mais à mon avis, je pense que ce travail d'éducation, franchement, il commence beaucoup en amont. Et si vous me posez la question, c'est quoi pour vous l'amont? Eh bien, il commence à l'école. Pour moi, l'éducation à la santé, elle commence à l'école. Parce que c'est comme pour l'activité physique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de remettre quelqu'un à l'activité physique, une dame de 80 ans qui n'a jamais fait d'activité physique, ou quelqu'un qui a fait de l'activité physique toute sa vie et pour X raison, peut-être il a suspendu. Je pense que le travail d'éducation à la santé, il commence bien en amont. Excuse-moi, Ahmed. Pour l'activité physique pour les personnes âgées, comme tu as dit, il y en a qui ont l'habitude, il y en a. C'est ce qu'il faut faire, c'est arrêter de dire à nos mamans, c'est bon, là tu es âgé, non, tu ne peux pas aller faire les courses. Aller faire les courses, c'est une activité. Donc là, laissez-les, même
peut-être les accompagner parce que si vous avez peur, mais ne pas les laisser dire non, 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 خليك انت يا انا اللي غنمشي ندير بلاصتك خليك انت انا غنمشي نتقدى خليك انت انا اللي غنمشي نطيب خليوهم يمشيو يديروا واجب لان c'est l'activité physique et ça préserve l'autonomie de la personne âgée. C'est vraiment si un conseil à donner, c'est ça. Laissez-les autonomes tant que possible. Sauf s'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Mais là, tant qu'ils peuvent, laissez-les leur autonomie. Entièrement d'accord avec le docteur Malika. Entièrement d'accord avec le docteur Malika. On a fait la mauvaise expérience de dire à notre maman de laisser parce qu'il a ses belles-filles à la maison. Tu laisses les choses, tu restes à la maison. Mais il faut conseiller au moins aux gens d'aller faire les prières à la mosquée. La moindre des choses ici, d'aller à la mosquée la plus loin. Au moins, ça va les aider, ça va les faire marcher parce que oui, c'est vrai, il faut faire bouger les personnes. Alors, je vais sortir mon... Alors, quart d'heure pour couper le jeûne, je commence à avoir des messages, même sur mon portable, surtout les femmes qui doivent préparer leur table. D'accord. Donc, qui vont intervenir, on va faire un tour de table. Bon, on va faire rapidement, docteur Ojgor, si vous le permettez, un tour de table de nos orateurs et après on clôture. Allez-y. Docteur Mariama, il y a une question très importante. Il y a une question par rapport au sujet ayant une insuffisance rénale et la quantité de protéines à consommer. Bon, c'était une question qui a été posée. Oui, j'ai vu. Tu peux répondre. Ouais. On peut alors, oui, effectivement, en fait, mais on va l'aborder la semaine prochaine aussi. Vas-y, tu peux. Tu peux. La quantité de protéines ingérées, en fait, dans ce cas-là, elle doit être réduite jusqu'à 0,7 grammes par kilo. Au lieu de 1 gramme par kilo, c'est dangereux, d'accord, parce qu'il y aura une surcharge carrément des reins par les déchets, en fait, des protéines, surtout suite à la digestion des protéines. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment réduire la prise d'une grande proportion de protéines par jour et il vaut mieux en fait de la fractionner, d'accord? Au lieu de manger toute la portion en un seul repas, on pourra la manger sur 3 fois ou sur 2 fois. Ça sera beaucoup mieux donc pour vraiment gérer le problème de l'insuffisance rénale et les quantités de protéines. Merci. Malika, un mot? Franchement, merci pour ce webinaire qui nous a permis de se réunir en plus en mois de Ramadan. Et merci à tout le monde. Merci franchement donc on a cet échange avec tout le monde, ça nous enrichit et ça nous apprend beaucoup de choses entre nous d'abord et pour le reste, franchement, merci beaucoup. Et au prochain webinaire. Docteur Barro Amal. Merci beaucoup. J'étais vraiment ravie d'être parmi vous et je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Et vraiment, il y avait des sujets pertinents et merci beaucoup. Merci à vous tous, chères oratrices. Merci, Dr Imad. Merci aux participants qui ont bien répondu à notre invitation. Merci à MG Maroc qui est bien voulu nous héberger dans son espace Zoom. Merci à toutes les personnes qui ont participé de loin ou de près parce qu'on a été pris par le temps. On l'a fait dans un temps record par rapport au travail à la marocaine pendant le mois de Ramadan, mais il y avait toujours Dr Imad derrière pour nous faire courir. Je le remercie de nous avoir secoués, pour assurer la réalisation de ce webinaire et merci à vous tous. Alors, merci beaucoup, Dr Ojgor, parce qu'elle m'a supporté aussi, donc on commence à me connaître, donc il faut bien qu'on avance. Merci à toutes nos chères oratrices, Dr Barro, Dr Tofeki, Dr Mariama Loueli. C'était hyper complémentaire et ça va continuer cette complémentarité. Je vous invite tous à la semaine prochaine. On va aborder le diabète et le ramadan chez les sujets âgés, les maladies rénales et le diabète et le ramadan chez les sujets âgés et les maladies cardiovasculaires et le ramadan chez le sujet âgé. Un grand merci
à la Société marocaine de sciences médicales et en la personne de Monsieur le Président Moulay Saïd Afif et tous les membres pour nous avoir permis cette rencontre. Merci pour ceux qui ont veillé sur la logistique, notamment les membres de MG Maroc. Je tiens à remercier aussi tous les gens qui ont participé à ce webinaire, les membres de la 2G, tous nos ressortissants marocains et même étrangers, même d'Afrique, d'Europe, d'Allemagne. Donc tous ces gens-là sont présents, nos webinaires sont très suivis. Je tiens à remercier les membres d'autres sociétés savantes qui étaient présentes. J'ai vu Lubnan Mansouri de la SMMG, donc j'ai vu aussi d'autres personnes de l'ALMEC, j'ai vu des kinés passer, j'ai même vu une personne qui fait une activité physique pendant que le webinaire, que je félicite. Donc merci beaucoup. والله يخليكم ديما ناشطين ديما ضاحكين. À très bientôt. Merci à vous tous. Et merci à Hicham, l'informaticien qui nous a aidés. Merci. Ben oui. Alors, j'ai oublié une personne qui travaille, mais vous ne pouvez pas imaginer sa réactivité. Il vous a même préparé des attestations, c'est grâce à lui, c'est Hicham, que je vais envoyer à Dr Amal Baro, Dr Tafekhi et Dr Mariam Al-Wahili, juste après le webinaire que je vais vous envoyer. Merci infiniment pour tout ce qu'il fait, parce que tout le monde, c'est une réussite de tout le monde, comme on dit toujours, une seule main n'applaudit pas. Merci beaucoup, Dr Rojgar. Vous voyez très bien qu'un tandem, qu'il est important pour qu'il marche bien, on est obligé d'être ensemble. Je remercie beaucoup mes amis et nos ambassadeurs de la 2G au Maroc qui font un travail remarquable. Dr Abbassi, Dr Sabani, Marimi, il y en a énormément, nos professeurs, je ne saurais pas combien les citer, ils sont une centaine. Tous les jours, on associe d'autres membres de la 2G et puis encore à très bientôt et je vais m'arrêter là et voici sinon Merci beaucoup. Allez, bonsoir. Merci, au revoir. Bravo.